Bonjour, je me présente une nouvelle fois. Je suis le docteur Fliège et je suis président de l'association SOS Psy, une association psychoclinique avec 3 volets thérapeutiques, l'intervention en situation d'urgence, la thérapie brève et puis la psychanalyse. Alors, la conférence aujourd'hui s'intitule « Phénomène des scotchés ». Scotché, c'est un terme qui vient des années 70, où on désignait ainsi les personnes qui ne revenaient pas d'un mauvais voyage, notamment sous LSD, comme étant scotché au plafond. Et il en est resté l'expression scotché. Le titre officiel de la conférence est « Psychopathologie de l'expérience hallucinogène, diagnostic et traitement analytique ». Cette investigation a pour principal objectif d'établir une articulation psychanalytique des troubles consécutifs à l'usage d'hallucinogènes. Rappelons d'abord que si ces produits, notamment le LSD-25, constituaient le principal support psychoactif du mouvement psychédélique des années 70, leur usage systématique diminuait dans tous les groupes sociaux au cours des années 1980. Or, depuis les années 2000 et jusqu'à l'heure actuelle, l'usage d'hallucinogènes connaît un essor dépassant largement celui des années 70, que ce soit sous forme naturelle, notamment les champignons hallucinogènes, donc les psilocybes et le peyote, cactus du Mexique, enfin synthétique, le LSD et les designer drugs. À côté des anciens motifs d'initiation et de révolte contre l'ordre établi, on retrouve de plus en plus fréquemment une dimension récréative et solitaire. Si l'absorption de ces drogues sont actuellement en recrudescence, en revanche, aucune recherche psychologique, mise à part la recherche ici présentée, quant à la nature de ces troubles n'a été effectuée jusqu'ici. Hormis mes travaux, le terme scotché n'est cité qu'une seule fois dans la littérature scientifique, à savoir par le sociologue Philippe Berghi, selon qui, je cite, « rester prisonnier d'une hallucination due à la drogue, rester scotché, c'est voir sa santé mentale durablement perturbée ». L'approche psychanalytique. Alors, pour introduire l'approche psychanalytique de ces désordres, il faut d'abord rappeler les conceptions de Freud et Lacan quant au statut structurel de l'hallucination. Cependant, signalons d'ores et déjà que ces auteurs n'ont jamais explicité leur position au sujet des enjeux topiques de la voix. On reviendra tout à l'heure sur cette question. Selon Freud, l'hallucination, dont le mécanisme se retrouverait dans le rêve, correspondrait tout d'abord à une tentative de réaliser un désir inconscient et aboutirait à la reviviscence, je cite, de l'identité de perception désirée. Elle relèverait du premier mode d'appropriation par l'enfant de l'objet désiré et supposerait chez l'adulte une défaillance moïque impliquant notamment l'éviction de l'épreuve de réalité. Freud soutient que c'est dans l'amentia, je cite, qu'on a la réalisation hallucinatoire la plus pure où l'image de l'objet désiré devient directement perception par régression, sans refoulement avec libido surinvesti. Fin de la citation. Toutefois, il demeure un certain nombre d'ambiguïtés, notamment quant au statut topique respectif du désir et de l'objet désiré, ici concerné, et quant à celui de la transformation d'une projection d'image en perception d'image. Il subsiste également une indétermination en ce qui concerne la valeur structurelle de l'hallucination, puisque Freud allègue que pendant son cours, toute hystérie peut se transformer en psychose aiguë hallucinatoire. En effet, rien ne permet de décider si ces propos ne sont censés porter que sur le plan symptomal, ou s'ils impliquent également le postulat d'une continuité entre les structures, en l'occurrence entre névrose et psychose. Si Freud situe l'impact positif d'une drogue, quelle qu'elle soit,
par rapport au seul réconfort, notamment à l'endroit des souffrances procédant de l'existence, qu'elle peut procurer à son utilisateur, il ne conçoit le rapport qu'entretient l'usager avec le produit psychoactif qu'en référence à l'axe dichotomique entre les effets respectifs de soulagement et de manque. Aussi n'envisage-t-il l'hallucinose toxique qu'en tant que corollaire possible de la privation et non pas sur son versant positif de résultat potentiel d'une intoxication. Selon Lacan, c'est lorsque la surdétermination du sujet comme effet de la rencontre entre S1 et S2, donc entre un élément du paradigme des métaphores et un syntagme métonymique du lieu de l'autre, n'est pas actualisé que du symbolique reparaît dans le réel. D'autre part, d'après Lacan, la faille symbolique relève d'un caractère définitif de structure, de sorte que formellement les effets thérapeutiques d'une cure analytique se voient compromis. Selon mon point de vue, supposant une présence permanente du sujet, qui ne serait à aucun moment complètement réduit à la jouissance de l'autre en termes lacaniens, on pourrait admettre la possibilité d'une intégration progressive du pulsionnel par les structures symboliques et imaginaires disponibles. Par ailleurs, j'ai examiné la définition de l'automatisme mental par Clérambault, qui, sans être psychanalyste, est réputé avoir été le maître de Lacan. Cet auteur a défini un syndrome clinique évoquant précisément l'un des traits constants des troubles consécutifs à l'usage d'hallucinogènes, l'automatisme mental. Le diagnostic du petit automatisme mental, par opposition à celui du grand automatisme mental, qui comporte un caractère sensoriel, repose sur l'aspect non sensoriel du phénomène. Or, le statut des manifestations idéo-verbales que j'ai observées chez mes patients serait nécessairement transitoire, puisque ces phénomènes sont considérés par Clérambault comme, je cite, primitifs dans le déclenchement de la psychose. Toutefois, chez aucun des sujets ayant participé à mes recherches, je n'ai pu observer une évolution de ces troubles, dont les modalités semblent s'être stabilisées depuis la phase du retour, donc le moment succédant immédiatement au point culminant de l'expérience hallucinogène. Dans une optique dynamique, on pourrait se demander si le développement morbide ne s'est pas arrêté en quelque sorte à mi-chemin dans son déroulement, qui serait inexorable selon Clérambault, vers une issue psychotique. Alors, symptômes et structure. La question de la psychose préexistante. Dans une première étape, j'ai confronté l'hypothèse d'une psychose préexistante aux données issues de l'écoute clinique. L'expérience hallucinogène semble entraîner chez le sujet un franchissement des frontières psychiques correspondant à une levée de la barrière du refoulement et se traduisant notamment par un envahissement du conscient par des données inconscientes. On repère ici un rapport particulier à la jouissance qui se manifeste au travers de l'angoisse archaïque et la présentification objectale, ainsi qu'un positionnement subjectif à une place d'objet. Par conséquent, l'hypothèse du déclenchement d'une psychose se voit dans une certaine mesure confirmée pour l'ensemble des sujets ayant participé à cette recherche. La disparition, fût-elle complète ou partielle, des troubles suppose soit l'inexactitude d'un tel diagnostic, soit la réversibilité des effets d'une actualisation forclusive, psychotique, soit encore la relativité structurelle et la pathogénie spécifique. Si on considère la structure non pas dans une perspective formelle, mais d'un point de vue relativiste, on peut spécifier le positionnement subjectif par un critère relatif renvoyant à la dimension de la proximité entre les positions respectives du sujet et de l'objet. Ainsi, il me faut envisager l'éventualité que les tableaux cliniques ici observés relèvent d'une position limite entre névrose et psychose,
que l'expérience hallucinogène aurait fait basculer du côté psychotique. Alors le statut des facteurs de personnalité. On constate d'abord la difficulté des sujets à se situer par rapport à leur désir, c'est-à-dire à appréhender leur existence sur le plan symbolique. De l'autre côté, on note l'espoir délirant de remanier leur identité grâce au pharmacone, donc la drogue. Si cette quête relève d'une faille identitaire, c'est précisément à ce niveau-là que les effets de l'épreuve hallucinogène s'avèrent être les plus déstructurants. En effet, on observe régulièrement à la suite de l'expérience un vécu dépersonnalisant, le plus souvent lors de la confrontation à l'image spéculaire, donc dans le miroir, corrélée au vacillement de la position subjective. En d'autres termes, une des conditions communes des complications consécutives à l'épreuve hallucinogène correspond à une fragilité topique renvoyant aux implications de l'indifférenciation précoce d'avec la mère. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que les désordres observés auraient été déclenchés sans l'ingestion du produit. On peut néanmoins admettre que l'hypothèse d'un lien entre la structure du sujet et la symptomatologie développée à la suite de l'épreuve hallucinogène se trouve globalement validée par les données cliniques. Les facteurs événementiels. Lorsqu'un semblable appelé à suppléer aux défauts de l'autre pour colmater la faille de la structure dédaigne la place qu'il est convié à occuper, la structure s'actualise, en l'occurrence au travers du retour de l'objet, réalisant la jouissance de l'autre. Le sujet, se voyant refuser la réponse attendue, semble mettre l'interlocuteur dans une certaine mesure à la place du père réel, qui, en appelant un signifiant au lieu de l'autre, laissé vacant pour cause de forclusion, déclenche la défaillance structurelle, que je conçois en tant que relative. Il s'ensuit que l'hypothèse d'un impact déterminant du vécu psychique sous l'emprise d'hallucinogènes sur l'issue de l'expérience se voit globalement validée. La question de la spécificité des troubles. La récurrence symptomale ici observée concernant la nature, la combinaison et l'ordre d'apparition des traits pathologiques en question ne s'accorde a priori à aucun autre syndrome clinique. Si la levée systématique des mécanismes de refoulement semble corroborer l'hypothèse d'un effet toxique général, relativement indépendant des facteurs de personnalité, néanmoins les conditions de l'inefficacité du refoulement, fût-elle passagère, correspondent à une logique forclusive. L'action du produit ne déclencherait pas à proprement parler la structure, mais fournirait un terrain propice à ce déclenchement. L'expérience hallucinogène paraît en quelque sorte instaurer la condition, à savoir un arrière-plan fusionnel, de la convocation de l'autre. La faille de la position subjective se trouve actualisée pour tous les sujets ici présentés, selon des modalités quasi identiques. Ainsi, on observe notamment, selon le même ordre chronologique, l'effondrement du moi, se traduisant notamment au travers les modifications de la perception et de l'image du corps, et le franchissement des coordonnées de la position du sujet, qui s'exprime par la dépersonnalisation et par l'hallucination idéo-verbale. Si la combinaison des traits morbides ici repérés correspond à une cohésion symptomale permettant d'identifier ces troubles, à l'exclusion d'autres pathologies, les données empiriques tendent à valider également sur le plan topique l'hypothèse d'une formation pathologique spécifique. Enjeu structurel. L'édifice théorique lacanien stipule l'irréductibilité des structures, c'est-à-dire la différenciation structurelle en termes d'absolu, notamment par référence à la notion de forclusion. Or, en vue de rendre compte de la problématique sous-jacente aux troubles consécutifs à l'usage d'hallucinogènes, seule une conception relativiste de l'appareil psychique me semble adéquate pour aborder ce phénomène. Corrélativement, on pourrait aussi envisager la coexistence de plusieurs structures au sein du psychisme, c'est-à-dire une organisation composite
relevant des deux types de fonctionnement, psychotique et névrotique, de telle sorte que seuls certains espaces psychiques se trouveraient soumis à la loi du père. En effet, tout se passe ici comme si des mécanismes névrotiques côtoyaient ici l'actualisation psychotique, la conjoncture subjective sous-jacente au désordre considéré, se situaient en quelque sorte à la frontière entre les structures névrotiques et psychotiques. Or, les conséquences métapsychologiques de cette conception sont multiples. D'abord, on peut supposer que l'expérience hallucinogène amène le sujet, dans une certaine mesure, à faire un avec la chose, en tant qu'objet de l'inceste, selon la définition freudienne, et à sortir ainsi de l'ordre symbolique, c'est-à-dire de la subjectivité. Dès lors, la conjoncture structurelle sous-jacente à ces processus morbides pourra être articulée en termes de positionnement, impliquant les notions de distance et de degré, à l'égard de la chose, à l'égard de l'autre, de l'objet petit a, du phallus et du désir. Le concept de degré serait alors censé permettre une évaluation des distances caractérisant le système topique, notamment quant à la relation d'objet. La forclusion en tant que ce qui est expulsé du signifiant se présenterait de façon partielle. La castration, moins symbolique que réelle, serait alors le fait de la prépondérance du père imaginaire auquel le signifiant carent ne saurait faire limite. La coupure subjective n'étant pas pleinement advenue et s'apparentant ici plutôt à une déchirure, la vectorisation et la signification phallique de la chaîne signifiante s'en trouveraient défaillantes. Cette particularité permet de comprendre l'infiltration du signifiant par l'imaginaire, traduite par l'expérience hallucinogène. Cette structuration particulière se repère à ses effets dans la chaîne parlée par le déficit plus ou moins prononcé de limite, relativisé ici par un effet de distanciation de la part du sujet, qui lui semble conserver une attitude critique face à son vécu psychique et subjectif. L'actualisation forclusive n'entraîne pas ici de confusion entre les états éveillés et oniriques, bien que l'inconscient y paraisse parfaitement accessible. Les pseudo-hallucinations ne sont pas vécues comme véridiques, puisque le sujet de la déchirure se trouve partiellement détaché, décollé, je dirais, de la chose. On pourrait donc soutenir dans une certaine mesure que les scotchés n'adhèrent pas. En réfutant l'irréversibilité des troubles et en attribuant à la carence structurelle un certain rang sur l'axe de la logique forclusive, supposant le maintien global de l'ordre symbolique, mon optique s'inscrit en faux contre la conception d'un caractère définitif de la structure. D'autre part, en incluant dans cette approche une perspective diachronique, j'ai avancé l'hypothèse que le sujet n'ayant ratifié qu'imparfaitement la fonction paternelle, c'est-à-dire la castration symbolique, aurait régressé vers une position intermédiaire à l'ancrage symbolique, certes déficient, mais bel et bien présent, entre les stades fusionnels, donc pré-œdipiens et œdipiens. Enfin, il me semble que le postulat d'une organisation psychique relative permet de rendre compte du phénomène ici observé de la décompensation par palier. Enjeu topique de la relativité structurelle. Dans la perspective d'approfondir la réflexion théorique, indissociable de la pratique psychoclinique, au sujet de ces troubles, j'ai tenté de circonscrire les aspects féconds et les éléments incompatibles résultant de la confrontation entre la théorisation actuelle de l'appareil psychique et les éléments empiriques recueillis au cours de cette recherche. À l'issue de ce rapprochement, j'ai cherché à apporter certains aménagements supposés rendre compte de la problématique sous-jacente aux troubles consécutifs à l'absorption d'hallucinogènes, à la réflexion théorique. Premièrement, tout se passe comme si les mécanismes imaginaires étaient ici censés pallier aux défauts de structure,
afin de garantir une stabilité certes précaire du positionnement moïque, donc du moi. Un tel fonctionnement de l'inconscient relève d'une situation limite entre la névrose et la psychose. Or, la subordination corrélée à la défaillance symbolique du sujet à l'égard des fluctuations de la consistance de l'autre me paraît impliquer une nature labile, instable de l'actualisation d'un tel positionnement intermédiaire. Par conséquent, la permanence relative du fonctionnement manifeste, déterminée par la simultanéité entre la constance névrotique, marquée par le sceau du manque, et le flottement psychotique non assujetti à la loi, mais ne chavirant ni d'un côté ni de l'autre, me paraît constituer un élément spécifique des troubles ici étudiés. Enjeu thérapeutique. Statut des entretiens préliminaires. Notons tout d'abord que mes entretiens préliminaires consistaient non seulement à recueillir les données empiriques permettant de vérifier mes hypothèses quant au fonctionnement de l'inconscient dans les perturbations observées, mais également à préparer le suivi thérapeutique proprement dit. Aussi s'agissait-il pour moi d'explorer la position subjective ainsi que d'apporter des éléments de réponse quant à la nécessité d'adapter le dispositif thérapeutique aux implications d'une éventuelle spécificité des troubles. La question de l'urgence. Cette recherche n'étant consacrée pour des raisons d'ampleur et de cohésion théorique qu'aux désordres chroniques résultant de l'usage d'hallucinogènes, les prises en charge à court terme en ont été exclues. Notons toutefois que la réussite des interventions in situ, liées notamment à la rapidité de l'acte thérapeutique, semble remettre en question le postulat selon lequel répondre à la demande entraverait, en devançant le désir, le bon déroulement de la thérapie. En effet, j'ai pu constater que, loin d'être nocive, l'acceptation prompte par le thérapeute d'une prise en charge du patient s'avérait ici essentielle pour éviter la chronicisation des troubles. Par ailleurs, cette observation semble suggérer la nécessité de réexaminer le statut de la notion d'urgence au sein de l'appareil conceptuel psychoclinique. Alors, quelques mots quant aux relations entre les patients et les médecins. La plupart des patients ici présentés ont effectué des recherches plus ou moins systématiques quant aux possibilités de traitement de leurs troubles. On s'aperçoit que dans leur quête de thérapeutique, les sujets s'adressent d'abord aux médecins, auxquels ils soumettent alors une véritable demande de guérison. Le psychiatre notamment se voit souvent attribuer un rôle palliatif censé suppléer à la défaillance de l'autre. Notons en passant que les médecins prescrivent fréquemment à ces patients, médecins généralistes ou psychiatres, des produits neuroleptiques, lesquels n'entraînent non seulement aucun allègement des troubles, mais contribuent au contraire à accentuer la souffrance. Aussi, la plupart des patients décident-ils de leur propre chef d'arrêter cette forme de médication. Ils se sentent alors trahis, abandonnés. Par la suite, les sujets concernés font preuve d'un investissement négatif à l'endroit des représentants du corps médical. Enfin, on peut mentionner le risque pour tout thérapeute entrant en conflit avec un médecin par patient interposé de se voir destitué de sa place. Or, selon les témoignages ici réunis, certains médecins s'avanceraient sur ce terrain en négligeant les prérogatives de leur position et l'éthique de leur profession. Tout se passe dès lors comme si ces praticiens énonçaient des préceptes consistant à agir à un transfert négatif et témoignant d'une rivalité imaginaire à l'endroit de l'autre thérapeute. En émettant ces injections à valeur potentiellement surmoïque, le médecin passerait à l'acte d'un contre-transfert. Ajoutons que d'un point de vue psychoclinique, il s'agit là d'une erreur déontologique et méthodologique qu'on ne saurait faire valoir pour justifier une réponse sur le même plan.
Enjeu épistémologique. Sur la base épistémologique de la psychanalyse, supposant la prise en compte de la position subjective, j'ai tenté d'élaborer en premier lieu une réflexion théorique sur le fonctionnement de l'inconscient dans les désordres ici explorés, ainsi qu'un instrument diagnostique adapté à leur éventuelle spécificité. Par ailleurs, j'ai cherché à circonscrire les conditions de la prise en charge thérapeutique de ces désordres. Or, à ce propos, on peut tout d'abord rappeler le bannissement du but énoncé de guérison depuis que Lacan stipulait qu'en psychanalyse, celle-ci était censée advenir de surcroît. Lacan avait clarifié sa position quant aux enjeux épistémologiques et méthodologiques de cette question à l'occasion de la polémique autour de l'ego-psychology qui assimilait l'objectif de guérison à celui d'une thérapie du moi. Selon moi, une précaution de ce genre à l'égard d'une pratique comportant le risque de ramener le sujet au pire en renforçant le symptôme s'avérait alors parfaitement légitime. D'un autre côté, tout se passe comme si l'usage même du concept de guérison, étant par la suite exclu du débat psychanalytique, se voyait dès lors affecté d'une réticence de la part des praticiens. Or, il me semble que cette omission n'est pas étrangère à l'immobilisme de l'investigation psychanalytique dans certains champs cliniques, notamment la psychose et les états limites. Corrélativement, on s'aperçoit de l'inertie de bon nombre de cures lorsque le praticien confond le côté rigoureux et rigide, en escamotant en quelque sorte ce qui est du discours subjectif, fût-ce la demande de guérison, ne viendrait pas conforter l'exigence théorique. En effet, l'abandon systématique de la mention de guérison n'étant pas sans évoquer l'effet d'une obéissance à une proscription imaginaire et éliminant d'emblée un pan de la recherche, à savoir la réflexion sur la souffrance et la demande de l'analysant, parmi les objectifs énoncés de la psychanalyse, me paraît sinon déplacé, du moins exagéré. Aussi, en plaidant pour une certaine mission thérapeutique de la psychanalyse, tout en tenant compte de la restriction épistémologique émise par les lacaniens, me semble-t-il indispensable de réhabiliter le statut de la guérison en tant que but avoué et conscient du procédé analytique. Adaptation du cadre. Les résultats de l'examen clinique semblent établir la nécessité de porter une attention toute particulière au dispositif de la cure. En effet, j'ai tout d'abord pu constater que les particularités pathologiques ici observées exigent une certaine souplesse quant aux aspects concrets du cadre thérapeutique. Par exemple, l'utilisation du divan paraît augmenter l'expansion des manifestations imaginaires et l'angoisse. D'autre part, les prérogatives du traitement des désordres issus de l'absorption d'hallucinogènes semblent requérir une certaine adaptation des règles psychanalytiques aux besoins de réponse des patients. Ainsi, si les prémices épistémologiques de la technique psychanalytique proscrivent de répondre à la demande de l'analysant, un refus radical de réponse, équivalent ici au refus du thérapeute d'incarner, fût-ce ponctuellement, la fonction de l'autre sollicité, risque de provoquer une nouvelle décompensation à minima. Cependant, quant aux aménagements du cadre requis par la thérapie de ces troubles, on constate que si sa rigidité entrave la fécondité de la cure, en revanche sa rigueur contribue à instaurer une fonction psychique primordiale qu'on pourrait considérer comme un équivalent fonctionnel de la métaphore paternelle. Par ailleurs, les réflexions concernant la position de l'analyste dont la stabilité est constamment remise en question et les aléas du transfert l'emportent ici sur les considérations de cadre proprement dites. Spécificité thérapeutique. Selon mon optique, le succès d'un traitement de ces troubles requiert tout d'abord la mise en place d'un certain nombre de présupposés théoriques. Ainsi, il me paraît primordial de distinguer le sujet de sa structure, que je conçois par ailleurs comme relative et non définitive.
En tant qu'effet de la coupure, le sujet se différencie non seulement du signifiant de l'objet petit a et de l'autre, mais également des rapports qu'il entretient avec ceux-ci. En d'autres termes, cette dissociation signifiant l'indépendance relative du sujet à l'égard de la structure implique la possibilité pour le thérapeute d'intervenir au niveau de celle-là. D'autre part, la prise en charge des perturbations ici étudiées doit faire l'objet d'une logistique thérapeutique spécifique, supposant particulièrement la prise en compte des effets du produit. Cette approche devra notamment inclure l'exploration psychanalytique des facteurs déclenchants liés au déroulement de l'épreuve hallucinogène et celle de la faille de structure. Enfin, en vue de procéder à un traitement adéquat de ces perturbations, il faudra montrer une vigilance toute particulière à l'égard du maniement transférentiel de la cure. Résultat thérapeutique. On s'aperçoit tout d'abord que lorsque la déconstruction topologique est prise en charge par une logistique thérapeutique appropriée, elle s'avère réversible. D'autre part, si la procédure thérapeutique ne permet pas nécessairement de retrouver une situation psychique analogue à celle précédant l'expérience, en revanche, elle implique une élaboration symbolique d'espace jusque-là inaccessible aux signifiants. Par conséquent, paradoxalement, l'épreuve, quand elle est suivie d'une prise en charge thérapeutique spécifique, résulte fréquemment en un mieux-être de surcroît à l'égard de l'état psychique antérieur, sans que l'on puisse pour autant, étant donné le risque pathogénique lié à la prise d'hallucinogènes, aller jusqu'à en conseiller l'usage, fût-ce à des fins thérapeutiques. Enfin, la disparition des troubles à l'issue de la thérapie semble conforter les hypothèses respectives de la pathogénie spécifique, notamment quant à l'atteinte sélective des défenses névrotiques occasionnée par l'épreuve hallucinogène et de la réversibilité des effets d'un déclenchement forclusif, supposant à son tour la relativité structurelle et la distinction formelle entre sujet et structure. Merci beaucoup. À bientôt.